On va aborder maintenant la deuxième partie de ce débat et on va essayer de voir, notamment avec vous, Monsieur Tuillier, comment ça marche et comment vous avez fait, vous, en sorte que ce mode opératoire de l'entreprise libérée fonctionne. Vous vous y êtes pris comment ? Donc déjà, effectivement, on a travaillé sur l'organisation horizontale. C'est-à-dire que initialement, on était plus pyramidal, puisqu'effectivement, on avait une organisation assez traditionnelle. Et puis, à partir du moment où on a décidé de s'inscrire dans cette démarche, travailler sur une organisation qui était plus une organisation en cellules. C'est-à-dire ? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tout ce qui est activité métier, donc on a des cellules qui sont par activité métier. Tout ce qui est service support, on a une cellule qui concerne à l'activité support. Et ensuite, tous les projets d'entreprise que l'on crée, eh bien, en fin de compte, on crée un groupe de travail, donc une cellule supplémentaire. Donc sur base du volontariat, donc quand on va créer un nouveau sujet, par exemple, on va demander aux collaborateurs qui le souhaitent de participer à ce groupe de travail, donc à cette cellule. Et en fin de compte, on va se retrouver avec un ensemble de cellules qui sont toutes autonomes et indépendantes dans leurs décisions et dans leurs actions. Donc quelques points de vigilance quand même par rapport à ça, puisque à partir du moment où on organise l'entreprise de manière systémique, on va dire, ou horizontale, eh bien, il faut assurer deux choses. Il y a deux points d'attention par rapport à cette organisation en cellules. La première chose, c'est l'interdépendance entre les cellules, puisqu'effectivement, à partir du moment où elles sont autonomes dans les actions et dans les décisions, eh bien, elles ne peuvent pas prendre une décision sans tenir compte de leur environnement. Donc ça va être un point d'attention très fort et c'est ce qu'on demande au groupe de travail de chacune des cellules sur lesquelles il faut se positionner. Et la deuxième chose qui va être importante pour nous, sur laquelle on a travaillé, c'est d'avoir une cellule de régulation, qui est aujourd'hui, en fin de compte, notre ancien comité de direction. Et c'est cette cellule de régulation qui, comme dans tout système, eh bien, va être capable de pouvoir arbitrer ou réguler le cas échéant, puisqu'on n'est pas à l'abri, effectivement, qu'il peut y avoir des dérives. Donc cette organisation par cellule est un point qui est important dans notre organisation et qui va permettre de mettre un premier contexte favorable pour les collaborateurs. D'accord. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, si c'est faisable, nous prendre un exemple encore plus précis, plus concret d'une cellule, de quoi s'occupe-t-elle, qui la compose, est-ce que c'est pluridisciplinaire, est-ce que vous pourriez nous faire une traduction un peu concrète de votre organisation ? On va prendre l'exemple de la déspatialisation, qui est le travail à distance qu'on abordera tout à l'heure. Eh bien, en fin de compte, quand on a lancé ce programme, eh bien, en fin de compte, plutôt que ce soit des actions décidées par l'encadrement ou décidées par le comité de direction, eh bien, on a créé un groupe de travail. Donc le groupe de travail, donc on a fait un appel à tous les collaborateurs qui souhaitaient participer à ce groupe de travail. On a réuni 7 collaborateurs. Donc les collaborateurs, la première chose qu'ils ont effectuée, c'est de définir un capitaine, puisqu'en fin de compte, dans chaque cellule, on a un capitaine qui correspond un peu à un leader. Donc c'est eux qui définissent leur capitaine, et ensuite, eh bien, charge à eux de pouvoir travailler et d'avancer donc, sur ce projet-là, qui était, en l'occurrence, dans l'exemple, le travail à distance. Donc ils ont réuni des experts extérieurs pour avoir un apport de compétences. Ils ont proposé un certain nombre de choses et ils ont mis directement en place les actions dans l'entreprise, sans avoir besoin de revalider le processus ou le programme devant un comité ou devant moi-même. Donc ils ont toute autonomie pour pouvoir le faire. Voilà un des exemples de groupes de travail. Et puis donc effectivement, on a plusieurs groupes de travail. On va retrouver un groupe de travail ou une cellule sur la sécurité, la santé, l'environnement, une cellule sur la partie administrative, une cellule sur la partie management. Donc voilà, et c'est l'ensemble de ces cellules qui va constituer notre système et en fin de compte ce que nous on appelle notre organisation horizontale, puisqu'effectivement on n'a pas de hiérarchie entre les cellules, elles sont toutes autonomes à partir du moment où elles sont indépendantes entre elles. D'accord. Monsieur Gressier, qu'est-ce qu'il faut, de votre point de vue, injecter dans ces cellules pour que ça fonctionne ? Est-ce qu'il faut y mettre de la convivialité ? Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que chacun joue pleinement son rôle, prenne des initiatives ? Les conditions sine qua non pour que ça fonctionne, je dirais en termes de comportement des individus dans cette cellule, ce serait quoi à vos yeux ? Je pense que la première chose, puisque tout à l'heure c'était dit tout à fait pertinemment, c'est comment est-ce qu'on se met au service. Donc comment est-ce que le management, qui en organisant
cette forme de délégation de pouvoir, puisqu'il abandonne quelque part un pouvoir apparent, quel rôle il se donne, parce qu'il faut... Et donc, s'il se met réellement au service de ces cellules et qu'il peut leur venir en aide quand elles en formulent la demande, je pense que ça fait partie des choses qui sont importantes à regarder, et à regarder comment est-ce qu'on régule cette façon d'être au service, sans pour autant reprendre le pouvoir par mauvaise habitude. Je pense que là, il y a une forme de danger sur lequel il faut être vigilant. Mais je pense que le premier rôle, pour que ces cellules fonctionnent bien, c'est comment le dirigeant ou l'équipe de direction, s'il y a plusieurs actionnaires, clarifie en permanence la vision qu'ils ont du but que doit atteindre la mission de l'entreprise. Je crois que si tous les collaborateurs ont parfaitement compris la mission de l'entreprise, et ils vont être capables de comprendre comment eux, ils peuvent accomplir leur propre projet de réalisation tout en mettant ce projet au service de la mission de l'entreprise, et qu'à ce moment-là, les choses vont se mettre en place avec toute l'intelligence dont dispose chacun. Après, vous parliez de la convivialité, de ce genre de choses. Je pense que si on veut, par exemple, que dans ces cellules, les rapports soient cordiaux, conviviaux, qu'il y ait de la sympathie, je crois qu'il faut commencer soi-même par développer autour de soi en permanence ce type de relation aux autres. Je pense que ça commence par, encore une fois, je parlais tout à l'heure de la dimension verticale de la symétrie, c'est montrer l'exemple. Si on est soi-même cordial le matin, cordial dans ses rapports avec ses collaborateurs, entre eux, ils vont développer le même type d'attitude. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Et puis alors, il y a aussi une notion qui est importante, parce que ces groupes, ils vont devoir prendre des décisions. Et ça, c'est nouveau, parce que jusqu'à présent, dans les entreprises, les groupes pouvaient par moments faire mûrir des décisions, mais ils n'avaient pas le pouvoir de décision. Et je pense que une des grandes angoisses que peuvent rencontrer les collaborateurs dans ce nouveau modèle, c'est là, je deviens responsable de la décision. C'est quand même plus la même histoire. Donc c'est aussi quels sont les moyens qu'on leur donne pour les rassurer par rapport à cette propre libération. Parce que, bien sûr, il y a la libération de tout le système, il y a la libération du dirigeant, mais il y a aussi comment je me libère moi-même de ma propre culpabilité face à l'erreur potentielle. Parce que ces processus de libération, c'est quand même, et ça je pense que le rôle du dirigeant, c'est de le rappeler en permanence, c'est quand même des terrains de jeu, si on peut le dire comme ça, où on va en permanence tester des choses et les corriger face aux succès et aux difficultés qu'on va rencontrer. Donc je pense qu'il est important de doter les équipes de cette capacité de se dire, oui, on a échangé, on pense, parce qu'on connaît le sujet, qu'il faut faire comme ça, on teste, on observe, on corrige, et que c'est comme ça que les décisions qui mûrissent petit à petit, sans culpabilité aucune par rapport aux différentes corrections, sont rapidement efficaces. Je crois que c'est ça le bon modèle. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai retenu. D'accord. Alors, de votre expérience, comment est-ce qu'on arrive à la décision ? Parce que ce n'est pas forcément tout le temps consensuel, j'imagine. Et d'autre part, est-ce que assez tôt, vous incluez les clients, dont on dit beaucoup, qui sont devenus des consommateurs aujourd'hui, qui sont acteurs de l'évolution des produits et services des entreprises auxquelles ils ont affaire dans leur quotidien. Est-ce que vous avez inclus cette dimension et si oui, pourquoi ? Donc deux questions. L'une sur la décision dans un nouveau mode opératoire et l'autre sur le rôle que jouent ou pas vos clients dans le fonctionnement de ces cellules. Alors pour la décision, en fin de compte, concernant les groupes de travail, je dirais, je ne sais pas. C'est eux qui déterminent leur processus de décision. Ça fait partie, en fin de compte, quand on constitue un groupe de travail, donc ils cooptent un capitaine et ensemble, ils décident d'un processus de décision qui peut parfois être à la majorité, qui peut être parfois de manière consensuelle. Donc, la liberté est totale. C'est la liberté. D'accord. Ce que je voudrais dire par rapport justement à la question précédente qui est importante, c'est l'organisation en cellules, l'organisation horizontale, donc elle est basée sur le volontariat. Donc ça veut dire qu'effectivement, elle est basée sur l'engagement du collaborateur. Qu'est-ce qui va faire dans une entreprise que le collaborateur soit amené à s'impliquer pour son entreprise, puisqu'en fin de compte, il a son travail, il a son métier. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il puisse s'identifier vraiment à son entreprise et qu'il ait envie de la construire avec l'ensemble des autres collaborateurs ? Et bien, en fin de compte, dans les conditions qui sont nécessaires et qui vont favoriser l'engagement, pour moi, il y a trois choses. Et c'est les trois choses que vous avez citées tout à l'heure et je voudrais revenir dessus parce que pour moi, elles sont vraiment fondamentales et on a beaucoup travaillé là-dessus. La première chose, c'est l'équité. Je pense que dans une entreprise, et les collaborateurs ont besoin d'avoir de la considération et du respect. Donc on a pris en fin de compte des mesures d'équité chez AG6 où on a supprimé un certain nombre de choses pour être le plus proche possible du collaborateur. Donc dans la pratique, on a supprimé par exemple les grands bureaux. On n'a même plus de bureau, c'est-à-dire que moi quand j'arrive au travail, je me mets là où il y a de la place. Alors si j'arrive un peu tard, je me mets où je peux.
Les places de parking, on a supprimé les places de parking. On a fait en sorte que le véhicule n'est plus associé à un niveau dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le véhicule est un élément de rémunération. N'importe qui peut avoir un véhicule de gamme, donc à partir du moment où il préfère cela à de la rémunération. Donc on a des cadres qui ont des grosses voitures, on a des cadres qui ont des petites voitures, et inversement. Parce qu'en fin de compte, c'est dépendant de liberté de choix. Donc, ça, les mesures d'équité, c'est vraiment important. Autre chose aussi, donc ça c'est dans le discours, avec eux, on repositionne la notion de rôle dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans une entreprise, chacun a son rôle. Donc moi, je suis dirigeant, donc je suis amené parfois à prendre des décisions. Donc j'ai un rôle, une responsabilité dans l'entreprise. Chacun a sa responsabilité. Donc on a une responsable de la propreté, elle a sa responsabilité dans l'entreprise, qui est effectivement de faire en sorte que les locaux soient propres, bien rangés, etc. Mais indépendamment de ce rôle, en fin de compte, on est tous égaux. Et ça, c'est rien de le dire parce que c'est une évidence, mais le préciser aux collaborateurs, ça fait une différence essentielle. Puisqu'en fin de compte, quand on a un rapport humain. Maintenant, quand on est dans l'entreprise et qu'on est sur le pont, là, en fin de compte, chacun prend son rôle. Et de ce fait, on est vraiment dans un rapport qui est plus humain et on se rapproche plus des collaborateurs. Donc l'équité, vraiment un point qui est important pour nous. Donc sachant qu'effectivement, quand on n'a pas la possibilité de faire des choses équitables, eh bien on fait des choses égalitaires. C'est soit équitable quand c'est possible, soit égalitaire si ça ne l'est pas. La réciprocité, ça je reviens dessus aussi parce que c'est un élément qui est vraiment important pour nous et sur lequel on a travaillé. À partir du moment où les gens sont engagés pour leur entreprise, à partir du moment où les gens font gagner l'entreprise, parce que c'est eux qui font gagner l'entreprise, eh bien si on n'est pas dans la réciprocité, ça dure pas longtemps. Moi j'étais salarié pendant très longtemps, je me suis toujours effectivement saigné aux 4 veines pour mon entreprise. Si à un moment donné il n'y a pas un retour, les gens ne sont pas des idiots, ils arrêtent. Donc je pense que la réciprocité, être dans un esprit gagnant-gagnant, donc on n'est pas dans un esprit un pour un, ça c'est important à signaler, c'est pas en fin de compte tu fais quelque chose et je te donne quelque chose, non, c'est tu travailles parce que tu as ton travail à faire. Par contre, si au final l'entreprise gagne, eh bien toi tu auras effectivement le fruit de ce qu'a gagné l'entreprise. On a mis chez nous par exemple en place la participation aux bénéfices alors qu'on était une quarantaine. On organise tous les ans une convention à l'étranger, donc avec tous les collaborateurs. L'année dernière on est parti à Rio pendant 4 ou 5 jours. Et donc on est vraiment dans la réciprocité avec les gens. Donc les années où ça marche bien, eh bien en fin de compte, on est dans le partage avec eux. Les années où ça marche un peu moins bien, ils en ont un petit peu moins aussi. Donc ça fait partie de la règle du jeu. Et ces deux aspects, effectivement, sont des prérequis pour que les gens puissent vraiment s'impliquer et s'intégrer dans l'entreprise. Et la troisième partie qui était effectivement la convivialité, eh bien, je pense que c'est aussi de la responsabilité du chef d'entreprise de mettre en place des moments propices à la convivialité, puisque c'est vrai qu'on parle d'engagement, donc les gens sont sur le pont à longueur de temps, donc c'est quand même bien de pouvoir de temps en temps lever le pied et prendre du temps pour soi. Donc on organise des barbecues, donc l'arbre de Noël, vraiment des moments de partage où effectivement les gens peuvent échanger sur des thématiques qui sont en dehors des thématiques habituelles de l'entreprise. D'accord.